La guerre est un sujet grave, un fait social dont on ne peut se séparer une fois créé. Toutefois, Anne Leorf, votre sous-titre, Le jour où l'homme inventa la guerre, sous-tend que cette violence de masse ne serait pas inhérente à l'homme ? Alors, la violence de masse, la violence tout court, est sans doute inhérente à l'homme. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, dans son histoire, l'homme crée, on va dire, une guerre comme un conflit légitimé, pour lequel elle invente des moyens, des techniques, des hommes dédiés à ses actions particulières. La guerre du feu n'a pas eu lieu. En revanche, on peut penser quand même que la préhistoire n'a jamais été un âge tendre. Non, la préhistoire n'a sans doute jamais été un âge tendre. Elle a sans doute effectivement connu des affrontements entre les individus, mais les moyens dédiés à ces affrontements sont restés pendant très longtemps relativement limités ou ambigus ou polyvalents, selon ce que l'on veut voir de la documentation archéologique. Alors les premiers vrais conflits, ou du moins les premières violences de masse, on les trouve au Soudan, on les trouve au Kenya notamment. Oui, on les trouve effectivement dans des contrées qui ne sont pas l'Europe, qui concernent plus spécifiquement cet ouvrage, sur des époques très anciennes. Mais le fait d'avoir des massacres d'individus ne signifie pas la guerre en tant que système intégré à une société. En tout cas, ce n'est qu'à partir des années 1990 que la guerre devient un sujet en soi pour les archéologues. Depuis, les chercheurs et la recherche sur la violence se sont accélérés en Europe. Oui, pendant très longtemps, on a voulu voir effectivement les hommes, au moins du néolithique, comme des hommes pacifiques, dans une société égalitaire. Et puis, il a fallu admettre que les données archéologiques nous invitaient finalement à avoir des affrontements, à avoir des massacres, de véritables tueries qui laissaient des stigmates sur des ossements qu'on mettait au jour dans différents contextes. Et donc, il a bien fallu effectivement peu à peu admettre que les hommes n'étaient pas si pacifiques qu'on avait voulu l'imaginer et qu'il fallait effectivement envisager leur affrontement de manière très précoce. En tout cas, c'est souvent des militaires qui s'intéressent à la guerre archéologique et qui s'y intéressent encore. Oui, pendant longtemps, c'est vrai que le sujet sur la guerre a été un sujet plutôt étudié par des gens qui, d'une certaine manière, étaient eux-mêmes impliqués par ces questions guerrières et militaires. Et aujourd'hui, c'est un sujet, je dirais presque, qui s'est normalisé, ou en tout cas qui est beaucoup plus ouvert et qui est beaucoup plus partagé par des chercheurs qui ne sont pas directement impliqués dans les questions guerrières. Les premières sociétés agro-pastorales, les néolithiques, ont souvent été jugées égalitaires. Donc égalitaire implique forcément paisible. On est là entre archéologie et idéologie. Oui, c'est une manière d'envisager et d'interpréter évidemment la documentation qui permettait finalement de pouvoir envisager ces sociétés comme étant des sociétés qui ne pratiquaient pas la guerre, même si certains chercheurs, j'ai envie de dire précurseurs, qui ont fait de l'anthropologie et de l'ethno-archéologie, ont mis le doigt sur un certain nombre de mobiliers qui pouvaient inviter à se poser des questions. Je pense à Pierre Clastres dans les années 70, qui finalement n'a été que marginalement suivi. Et puis, depuis effectivement, on va dire 20-25 ans, on est obligé d'admettre qu'il faut envisager une réflexion plus large sur le sujet. Maurice Godely le précise, il n'y a pas de monopole de la violence dans les sociétés égalitaires. La violence serait donc partagée ? En tout cas, la documentation, les objets, toute la question est de savoir ce que l'on peut avoir concernant ces sociétés néolithiques, puisque nous n'avons pas d'écrit, nous avons des objets. Est-ce que la hache, est-ce que la pointe de lance disent la guerre, ou est-ce qu'elles disent des usages pluriels, diversifiés, qui permettent effectivement que ce soit des individus variés qui utilisent et qui ne soient pas des guerriers dédiés à ce type de pratique que selon le conflit. Donc le débat, en tout cas, est ouvert sur cette période-là. C'est-à-dire que les outils, les armes seraient polyvalentes, avec des fonctions multiples. Il n'y aurait pas de mobilier spécifiquement lié à la guerre durant cette période ? Alors, dans les études ethno-archéologiques, je pense par exemple aux études de Pierre Pétrequin, on a des études qui permettent de dire que certaines pointes de flèche ou certaines haches sont effectivement des objets plus spécifiquement dédiés au conflit qu'à la chasse. Mais sur les sociétés néolithiques que nous avons, il est évidemment beaucoup plus compliqué, si l'on n'a pas les objets utilisés, de pouvoir trancher sur un usage unique et non pas un usage pluriel de ces mobiliers.
Oui, pour Pierre Pétrequin, par exemple, certaines flèches les plus investies, c'est-à-dire les plus complexes, seraient donc forcément liées à la chasse à l'homme. C'est en tout cas un vrai questionnement. Moi, j'ai voulu partir, j'ai envie de dire, d'une certitude sur ces questionnements qui ouvrent des pistes différentes qu'il faut évidemment explorer. C'est tout à fait légitime, comme c'est même légitime de se poser la question finalement de la guerre pour des périodes encore plus anciennes comme le Paléolithique. Mais comme on est d'une certaine manière sur des hypothèses qui peuvent être des hypothèses différentes sur ces objets du Néolithique, j'ai voulu partir de la certitude de l'âge du bronze. L'épée, elle, ne dit qu'une activité qui est effectivement la guerre. Revenons-en quelques instants sur ce néolithique. On connaît bien sûr le site de Thalheim, qui a été attaqué par des agresseurs appartenant à la même entité culturelle que les victimes. On connaît aussi par exemple les tueries d'Asparn en Autriche et d'Erxheim dans le Palatinat, qui pourraient même renforcer l'hypothèse d'une vaste crise à la fin du néolithique. On a effectivement, depuis quelques années, le site de Thalheim a été fouillé dans les années 1980. Ce sont des marqueurs qui ont justement mis fin à cette idéologie d'un néolithique pacifique. Et donc on a en différents points d'Europe aujourd'hui, au néolithique et dans la culture rubanée qui marque ce néolithique septentrional, des traces de massacres de masse. Est-ce que le massacre d'une trentaine de personnes signifie la guerre en tant qu'activité légitimée par la société et organisée par elle? C'est toute la question. En tout cas, la guerre, c'est transgresser la norme. La découverte d'Arnheim, près de Strasbourg, il y a quelques années, est un exceptionnel exemple vers 4400-4200 avant notre ère. Oui, c'est un massacre avec des pratiques autour des individus qui laissent supposer que, effectivement, il y a eu des rituels autour de ces corps et autour de ces massacres. Et donc, on est au-delà simplement de la mise à mort. Donc, c'est évidemment des indices qui sont tout à fait intéressants dans la violence administrée à l'autre, à autrui, en face de soi, et les raisons qui peuvent conduire à ce type de mise à mort ritualisée et pas simplement juste tuer l'autre. Rappelons les faits, 5 adultes et un adolescent, tous présentent des polyfractures aux jambes, aux mains, aux pieds, aux côtes, aux clavicules, sur le crâne et les mandibules. Il s'agirait peut-être même d'un petit groupe néolithique du bassin parisien qui vient entreprendre quelques razzias près de Strasbourg, mais cela tourne mal pour eux et les Alsaciens donc vont leur rendre la monnaie de la pièce, c'est à peu près ça? Je sais pas si le scénario est exactement celui-là, mais c'est clair que, en tout cas, il y a eu une rencontre pas pacifique du tout de ces individus et une véritable volonté finalement d'exterminer, d'anéantir le groupe qu'il y avait en face en réduisant finalement les corps et en attaquant les ossements eux-mêmes. En tout cas, c'est ce que l'on peut appeler l'overkilling. On pourrait traduire ça par l'outrepassage de la mort. Les visages sont martelés, etc. Oui, ça, Jean Guilaine en parlait, par exemple, oui, très bien dans son ouvrage. Tout à fait. Dans le Sentier de la guerre, c'est effectivement une marque, une action qui consiste, c'est ce que je disais à l'instant, pas simplement à mettre à mort, mais à anéantir, à annihiler finalement l'humanité de l'autre que l'on a en face de soi. On peut y voir d'ailleurs l'expression d'une sorte de fureur guerrière ritualisée. Oui. En tout cas, une violence au-delà de la simple mise à mort, ça c'est certain, c'est l'anéantissement de l'autre. En tout cas, Arnheim est intéressant aussi puisque les trophées n'étaient pas des crânes mais des bras gauches. Oui, oui, c'est toute cette gestuelle qu'il y a autour des corps, dans le démembrement, le rassemblement de certains ossements, et puis des traces, des stigmates de violence qui se voient par des lésions sur les os eux-mêmes. Puisque nous évoquons cette transgression, vous vous référez souvent dans votre livre au Rwanda, au génocide Tutsi. Oui, c'est un conflit qui est très fort et très marquant, qui a d'ailleurs marqué considérablement non seulement ceux qui l'ont vécu, mais ceux qui l'ont étudié, parce que là aussi, d'une certaine manière, on est dans la transgression des normes ou de ce que l'on croyait pouvoir être la guerre, avec l'anéantissement des individus, y compris dans des lieux a priori où on ne peut pas mettre à mort, comme les églises, avec des pratiques où on dénonce les voisins, où les enfants participent
au conflit et à la mise à mort. Donc on est au-delà de ce que l'on peut humainement comprendre comme étant effectivement une guerre organisée. Alors, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire sur les lieux de guerre. Ceux-ci seraient variés ? C'est très difficile pour les époques les plus anciennes d'arriver à avoir des traces de conflits. Pour les lieux de bataille, on est encore avec des données très indigentes. Le seul site que l'on ait aujourd'hui pour l'âge du bronze, c'est le site de Tolins au nord de Berlin, où à la fin des années 90, on a trouvé des premiers restes aux osseux et où aujourd'hui on a pratiqué des fouilles archéologiques, où on a trouvé plusieurs centaines d'individus, des armes, des chevaux. Donc là, on a effectivement la trace d'un lieu de bataille supposé, en tout cas on s'oriente vraiment vers cette hypothèse-là, mais pour l'âge du bronze, ça reste un lieu exceptionnel et on a des difficultés évidemment à découvrir les lieux de bataille en tant que tels, parce que qu'est-ce qui reste d'une bataille une fois qu'elle a été conduite, sachant qu'on est sur des époques très très hautes et que les hommes ont continué ensuite évidemment à occuper certains de ces lieux. On n'a pas encore mis en place une recherche systématique de ces lieux. Donc Tolins, c'est un cas exceptionnel et extrêmement intéressant qui invitera sans doute à poursuivre ces recherches qui ont lieu de manière plus systématique pour des périodes plus récentes et en particulier, on va dire, dans le monde méditerranéen, ce qu'on n'a peut-être pas encore complètement fait dans des contrées septentrionales d'Europe. Quelles seraient les causes de cette guerre à Tolins ? On peut l'imaginer. En tout cas, les raisons de guerre, on les a théorisées, on les a affinées, mais les motivations semblent quand même toujours un petit peu les mêmes. Posséder, être le plus fort, se défendre. On est à l'âge du bronze, à une époque d'une grande pression démographique, une augmentation de la population de manière considérable. On peut imaginer des pressions démographiques, on peut imaginer aussi tout simplement la conquête d'un territoire d'autrui.